Alors, nous allons passer à une table ronde qui va être animée par M. Yann McClure. Donc, le titre du panel de la table ronde, c'est Parcours d'intégration à la nation québécoise et à la culture commune. Alors, Yann McClure, professeur d'histoire au collégial, au cégep de Sorel-Tracy depuis 2012. Formé à l'Université de Montréal et à l'UQAM, il a œuvré dans le domaine du patrimoine au Québec, en Écosse et en France, ainsi qu'au Mouvement des Jardins. Ancien président du conseil d'administration de la Maison nationale des Patriotes, il intervient régulièrement dans les médias et donne des conférences sur l'histoire du Québec. Impliqué au sein de la Cure, il s'intéresse aux effets polarisants de certains discours identitaires sur la cohésion sociale. Alors, accueillons M. McClure. Bienvenue. Ensuite, la table ronde, les participants, si on veut changer, oui, parfait. M. Dave François est né à Montréal de parents issus de l'immigration haïtienne. Dave François a eu l'occasion de réaliser plusieurs séjours à l'étranger, notamment à Bruxelles, en Espagne ainsi qu'en Amérique latine. Ses expériences de vie l'ont amené à développer un regard franc et unique sur le rapport qu'entretiennent les enfants issus de l'immigration à l'identité québécoise. Il habite présentement la ville de Québec après un séjour de 2 ans dans la municipalité de Plessisville. Alors, accueillons Dave François. Lamphon Foneville, né au Laos, Lamphon Foneville est arrivé au Canada vers l'âge d'1 an, lorsque ses parents ont fui son pays natal, passé aux mains des communistes. Il a grandi à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Léonard, mais ses expériences de vie l'ont aussi amené à vivre à plusieurs autres endroits, Chicoutimi, Québec, Ottawa, Paris, Washington. L'interface entre la culture québécoise et les communautés issues de l'immigration l'intéresse depuis toujours. Bien sûr, bienvenue, M. Foneville. Bienvenue. Et dernière, mais non la moindre, Tania Lorena Rivera. Donc, Tania est née au Salvador et est arrivée au Canada à l'âge de 3 ans en 1985. Elle a grandi à Montréal, dans le quartier Parc Extension, au sein d'un environnement fortement multiculturel. Mère de 3 enfants, elle publie des écrits à partir de son vécu, notamment sur son expérience en tant que parent et en tant que personne issue de l'immigration. Accueillons Madame Rivera. Alors, cette table ronde se terminera à 14h45 et sera suivie d'une période de questions. À nouveau, les gens en ligne pourront aussi contribuer des questions là, dans la partie Q&A du webinaire Zoom. Alors, Monsieur McClure, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Et puis, je suis vraiment heureux de faire votre connaissance aujourd'hui. Espérons qu'après le rapport du Breuil, on va pouvoir amener un peu de légèreté et puis de positivisme à quelque part. On essaye ça un petit peu ensemble, là, si vous êtes en fonction de votre parcours, en fait. Donc, avant de réfléchir, nous autres, sur les sources de tension, parce que c'est un peu ça l'idée du colloque aujourd'hui. J'aimerais ça savoir, à tour de rôle, si vous le souhaitez, là, j'aimerais ça vous connaître un petit peu en fonction de comment vous vous définissez. Hein? Est-ce qu'on se définit comme Canadien, comme quelqu'un qui vient de Montréal, quelqu'un qui est d'abord et avant tout inspiré par exemple, la religion en tant que telle? Donc, ça représente quoi pour vous? À la base, là, vous vous dites, moi, je suis... C'est souvent une question qui est compliquée, mais c'est multifactoriel, je dirais. Fait qu'allez-y, allons-y là-dedans. Puis, je peux laisser la parole à qui? Qui veut se lancer en premier? Tania. Alors, vas-y, je te laisse la présenter. Donc, moi, je me définis en premier comme salvadorienne. Je suis née là-bas. Mais après plusieurs années passées ici, je suis surtout montréalaise. J'ai grandi dans le quartier Parc Extension. Et quand on grandit dans un milieu souvent très multiculturel, dans mon école primaire, dans ma classe, il y avait juste de petites filles québécoises. Et dans mon école secondaire, il n'y avait pas de Québécois de souche. Donc, mon seul contact avec les Québécois de souche, c'était vraiment mes professeurs. Donc, notre identité avec mes pères, je voyais que tout le monde était ancré de ses origines ethniques. Donc, la première question qu'on se posait quand on se rencontrait en tant qu'enfant, c'est d'où tu viens. Donc, c'était la première question. Donc, c'est comme ça que je me définissais, puis je continue à me définir maintenant. Je suis montréalaise, bien sûr. Donc, Montréal est une ville très différente des autres villes du Québec. Elle est très riche en diversité.
Donc, ça me définit également. Si on me demande si je suis québécoise, oui, je suis québécoise parce que j'ai grandi ici, j'ai fait mon éducation ici, j'élève ma famille ici et je parle couramment le français, qui est un des aspects importants d'être québécoise. Donc, quand on me demande si je suis québécoise, oui, je le suis. Oui. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus avant de continuer peut-être avec l'enfant et Dave. Comme moi, je pense que tu as 3 enfants également. Exact, Ouais. oui. Est-ce que tu vois avec tes enfants, disons, de la façon que ils vont à l'école et tout ça, c'est la même chose que toi? Est-ce que dans leurs écoles, c'est extrêmement diversifié ou, tu sais, il y a certaines écoles peut-être avec plus de Québécois, moins de Québécois ou comment ça Ben moi, va? contrairement à mes enfants ont la chance que je suis dans une position que je peux les envoyer en école privée. Donc, en école privée, malheureusement, en fait, pas malheureusement, mais il y a beaucoup plus de présence de Québécois de souche. Donc, j'ai eu une expérience récemment avec elle où je vois que ça affecte maintenant son identité. Elle aussi, c'est la professeure voulait que les enfants présentent un mets de leur pays. Et donc, elle comprenait pas pourquoi elle devait présenter un mets salvadorien. Moi, j'ai dit, mais moi, je suis née ici. Je suis canadienne, pourquoi est-ce qu'il faut que je présente un mets salvadorien? Et moi, j'ai dit, oui, je sais, mais elle tente que tu présentes un mets de tes origines ethniques. Puis pour elle, il n'y avait pas de différenciation parce qu'elle n'a pas connu ce que moi j'ai connu. Donc, c'était très difficile. Elle a juste 8 ans. Donc, elle, de différencier, ben, je suis canadienne. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut que je m'identifie comme ailleurs? Elle connaît pas le Salvador ni l'Honduras. Son père vient d'Honduras. Donc, pour elle, c'est une autre réalité. Donc, son identité, je pense que ça va être plus difficile à forger parce que elle a un nom, elle a le nom d'immigrant. Elle a des parents immigrants, mais elle est née ici. Donc, le fait que même si elle est née ici, je sais qu'il y a des gens qui vont jeter un regard. T'es pas vraiment québécoise. Ouais. Merci beaucoup. L'enfant de ton côté? Alors moi, je me définis comme étant un Québécois / Canadien d'origine laotienne. Puis chaque élément est important. Tu peux-tu les définir un petit peu? Bien, c'est un peu difficile à définir. Hein. Moi, je suis quand même assez d'accord avec ce qui a été dit dans la présentation précédente. C'est vrai qu'on associe l'identité québécoise beaucoup plus une question ethnique, d'une certaine façon, qu'une question de pure citoyenneté. Et même si j'appartiens pas à la génération des jeunes qui ont été interviewés, il y a un peu de ça aussi que j'ai intégré. Mais en même temps, je dis d'un point de vue de la citoyenneté, oui, je me vois comme étant québécois, canadien aussi. Tu sais, je dois dire, c'est le pays qui a accueilli ma famille lorsqu'on est venu ici comme réfugié. Et pour moi, c'est pas du tout difficile de m'identifier comme québécois, canadien, parce que, étant donné que je viens d'une famille de réfugiés, j'ai intégré vraiment l'idée que c'est un pays qui nous a accueillis alors qu'on vivait une situation très précaire. Alors, c'est pour ça que je me reconnais pas du tout dans les propos qui ont été émis puis qui nous ont été présentés tantôt. Parce que moi et ma famille, on est plutôt dans un rapport de gratitude à l'égard de la société d'ici. Et donc, autant à l'égard du Québec que du Canada. Mais en même temps, le d'origine laotienne est important parce que ça me marque même physiquement. Quand les gens me regardent, ils ne peuvent pas savoir que je suis quoi, là, tu sais. Alors, ce qu'ils voient, c'est une personne d'origine asiatique. Et j'ai aussi grandi dans une famille asiatique. Donc, on m'a inculqué des valeurs asiatiques, une langue asiatique. C'est ma langue maternelle. Alors, cet élément-là est important aussi pour moi. De ton côté, Dave? Allô, testing, OK. Ouais, salut tout le monde. En fait, de un, je viens de réaliser que je suis pas à l'aise de parler devant le monde. Il y avait monsieur qui m'avait comme proposé de boire de l'alcool pour me déjeuner, mais j'en ai pas trouvé. Fait que, désolé, je vais faire de mon mieux. Merci, encouragement. Il y a quelqu'un qui se propose, vous allez chercher de la bière. Fait que je vais prendre un shooter, puis après ça, je vais être mieux. Moi, personnellement, en termes d'identité, de un, je me considère vraiment comme moi-même. Je m'appelle Dave, je suis une personne, je suis un individu, mais pour moi, c'est quand même assez fondamental et important de rappeler que ma première identité, c'est moi dans l'unicité de ma personne. Avant d'appartenir à un groupe, j'ai le sentiment de m'appartenir à moi-même. Fait que ça serait ma première identité. Et sinon, je dirais québécois, canadien, les deux. Donc, ce serait pas mal comment je me définirais, là. Moi, petite anecdote, mais je n'aurais pas raconté ça, mais moi, quand j'étais au secondaire, pour une raison que je ne ferais pas la généalogie, mais mon surnom, c'était le tigre québécois. Parce qu'il ne faut pas se trouver un surnom à 3 heures du matin, comme dans une soirée, c'est pas une bonne idée. Mais, tu sais, quand je regardais les commentaires et tout ça, pour moi, mon appartenance ou ma revendication de mon identité québécoise, c'était pas le fruit de... Je me suis réveillé un matin, je me dis, oh mon Dieu, comme le Québec, on est tellement beau, parfait et merveilleux. C'est plus quand même de partager plein de
ces propos qui ont été ou qui sont mentionnés par des personnes, de comme moi le ressentir, comme je pense les 3/4 des gens qui sont issus de l'immigration, qui ont cette ambivalence, ce rapport comme de tension avec l'identité. C'est juste que je pense qu'à la différence, c'est que moi, je pense qu'en adolescent, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Soit tu tombes sur un genre de repli identitaire et que tu te trouves des identités de substitution et tu te dis, ben, je suis montréalais, je suis noir ou je suis haïtien. Et pour moi, c'est juste que c'est pas la solution à résoudre quelque chose que je trouve problématique. Fait que moi, ma revendication identitaire, c'est plus le fruit de le constat là, mais de dire la seule solution, c'est ben, revendiquer son identité québécoise, s'affirmer, parce que sinon, on sort pas de tout ce qui a été mentionné préalablement. J'avais une question là-dessus. Tu as voyagé quand même dans quelques pays, notamment en Amérique du Sud, si je me souviens bien. Puis, Ouais, ben, je suis un peu bâtard. non, où tu... Ben, en Espagne, entre autres. Ouais. Ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai ma famille qui est d'origine haïtienne. J'ai une partie de ma famille qui a immigré ici. J'ai une autre partie de ma famille qui a immigré en France. Fait que j'ai la moitié de ma famille qui est française. Après ça, j'ai fait quelques séjours à l'étranger. J'ai fait 3 mois à Bruxelles, en Belgique. J'ai fait 1 an en Espagne. J'ai fait 3 mois en Bolivie. J'ai fait 9 mois en Équateur. J'ai fait un séjour de 2 ans plus civil. Là, j'habite à Québec. Moi, j'étais en couple pendant un moment. Ma première copine était allemande. Puis j'étais en couple avec une fille qui était d'origine asiatique, canadienne-anglaise de l'Ouest. Wow! Globe-trotter! Ah, wouhou! Ouais, ça mange une main d'applaudissement pour Dave. C'est pas un grand accomplissement. Après ça, la seule chose que je trouve intéressante, c'est que des fois, quand on baigne dans une culture, c'est dur d'avoir une perspective, c'est dur de mettre peut-être en relief ce qu'on vit parce que tout ce qu'on fait, ça nous semble genre la normalité. Fait que ce que je trouve intéressant d'avoir des différentes perspectives culturelles, ben, c'est que ça nous permet de voir ce qui est spécifique à notre culture, ce qui l'est moins. Fait que... Ben, c'est là que je m'en allais un petit peu. Est-ce que le Québec faisait partie, quand tu rencontrais l'autre, quand tu te promenais un petit peu, est-ce que tu amenais ce bagage-là là, à ce niveau-là? Le Québec faisait-tu partie de? Est-ce qu'on le reconnaissait à quelque part quand tu t'exprimais ou quand tu discutais avec les autres? Est-ce que c'est quelque chose que les gens percevaient? Et puis quand tu es revenu aussi en même temps, des fois, on prend la mesure de la culture québécoise quand on va ailleurs. Ça m'est arrivé, par exemple, quand je demeurais en Écosse ou j'allais en France. Là, on prenait la mesure d'où on venait quand on voyageait. C'est quelque chose qui t'a habité un peu, là? Ben, dans mon cas personnel, non, parce que pour être franc, je me suis jamais identifié, revendiqué de comme haïtien. Fait que jamais été dans ma tête comme, oh, je suis haïtien, puis été en Haïti, puis être comme, oh mon Dieu, comme, je le suis pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce rapport-là. Ceux qui ont un genre d'imaginaire ou dans leur tête, ils disent, exemple, je suis haïtien, sans se rendre compte que, évidemment, quand tu as grandi dans un pays, évidemment, tu sais, la transmission de la culture de tes parents, elle peut juste se faire partiellement parce que tu es dans un autre pays, tu es dans un autre lieu. Fait que pour ces personnes-là qui sont peut-être dans un genre de fantasme identitaire, je pense qu'il y a, oui, ce décalage, mais que moi, j'ai pas vécu personnellement. OK. Donc, puis, OK, parfait. De ton côté, l'enfant, j'avais noté dans ton parcours que la religion a pris quand même une place significative. Est-ce que le rapport à la religion, du moins les Québécois en avaient un avant, ils n'ont plus. Là, il y a comme une espèce de retour. Est-ce que ça fait maintenant partie de ton identité ou tu es capable de faire une espèce de démarcation entre les deux rendus là? C'est-à-dire que lorsqu'on est croyant, ça fait partie de notre identité d'une manière totale. Alors moi, je suis un catholique, je ne suis pas bouddhiste. Peut-être plusieurs, vous pensez que je suis bouddhiste. Est-ce qu'il y en a qui pensaient que tu étais bouddhiste? Non. En fait, je suis même un religieux catholique. D'accord? Là, je n'ai pas mon habit religieux, j'ai un habit civil. Alors, mais je ne viens pas d'une famille particulièrement pratiquante. Alors moi, la foi, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Bon, je connais aussi l'histoire du Québec. Je sais que les Québécois ont un rapport peut-être pas toujours facile avec l'héritage religieux. Mais pour moi, la religion, ça fait vraiment partie de mon identité. C'est pas quelque chose que je mets en opposition avec mon identité québécoise, loin de là. Au contraire, moi, ce que j'observe, c'est une espèce de désir, surtout chez les jeunes générations, de redécouvrir ou de découvrir, pour plusieurs d'entre eux, la foi catholique de leurs ancêtres. Parce que beaucoup de ces jeunes-là ne viennent pas de familles pratiquantes. Alors, certains me posent des questions et tout ça. Ouais. Dans le rapport du Breuil, il est évoqué à quelques endroits dans le rapport que la religion, ça pouvait être une espèce de frein vraiment à la rencontre de l'autre, aussi la religion des parents versus la religion des Québécois qui semblaient ne plus en avoir, mais pas du tout. Mais on voit qu'il y a peut-être un petit retour chez les jeunes vers effectivement la foi. Oui, bien ça, c'est un phénomène même mondial, je dirais. En tous les cas, c'est un phénomène occidental. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de la religion, on a tendance à mettre tout dans le même panier, n'est-ce pas? Alors, il existe plusieurs religions, tout comme il existe plusieurs cultures, et chaque religion ne dit pas nécessairement la même chose. C'est sûr que le catholicisme étant la religion, je dirais, historique des Québécois,
Les Québécois n'ont pas le même rapport à cette religion-là que l'islam, par exemple. L'islam qui est vu comme étant une religion étrangère, voire menaçante. Alors, le rapport est très différent, selon moi. OK. Je vais rebondir, Tania, est-ce que dans ta famille, c'est quelque chose, la religion avait une place prépondérante, puis ça faisait partie de ton identité en amont? Oui, en effet, je suis d'Amérique latine, donc on est très catholique. On a le pape, donc mes enfants, ma fille de 8 ans est en préparatif pour sa première communion. Donc quand on est venu ici, puis on a vu plusieurs églises, donc c'était pas des paysans, merci. Ouais. Donc oui, donc c'était quelque chose qui était bien. Ça a aidé notre intégration à la communauté, le fait que historiquement le Québec est catholique, puis que nous aussi on est catholique. Donc On a évoqué dans le rapport du Breuil, là, vous pouvez répondre à tour de rôle ou comme vous le souhaitez, là. Est-ce que vous avez vécu à certains égards ce qui a été dit, là? Est-ce que vous avez vu des moments où il y avait comme une espèce de rapport conflictuel avec l'identité? Est-ce que ça vous parlait? Est-ce que c'était vécu de façon beaucoup plus nuancée, semble-t-il? Vous êtes vraiment un petit peu plus vieux que les gens qu'on a interrogés. Je voulais pas dire que vous êtes vieux, là. C'est pas ça que j'essaie de vous dire, là, mais est-ce que ça a déjà été vécu, ces moments de tension-là, de votre côté? Un petit peu. Comme moi, honnêtement, en lisant les extraits, je me dis, mon Dieu, est-ce que je suis un étranger? Parce que moi aussi, je veux dire, sociologiquement, je suis un immigrant de première génération parce que je suis né au Laos. Mais ma famille a migré ici quand j'avais seulement 1 an, donc je me considère comme un immigrant de 2e génération. Mais vraiment, je ne me suis pas du tout reconnu dans les propos. Et c'est là que je me dis, il y a peut-être là quelque chose d'un phénomène de génération aussi. Parce que lorsque je veux dire, j'ai fréquenté plusieurs écoles très multiculturelles. Et je suis sûr et certain que la plupart des élèves des écoles que j'ai fréquentées n'avaient pas cette vision-là qui a été exposée, ou du moins, je dirais, à ce point-là. Alors moi, c'est quelque chose qui m'étonne et je crois que c'est sûrement dû à un phénomène de génération parce que je pense qu'on est dans un contexte actuel où il y a plus d'immigrants qu'il y en avait à l'époque où moi j'allais à l'école et où il y a un certain discours sur le colonialisme où on fait voir la religion majoritaire des Québécois comme étant une religion, comme étant un peuple colonisateur, donc des méchants. Alors on ne doit pas trop s'identifier à eux. Alors, on doit revendiquer notre identité minoritaire, ce qui était complètement différent de l'époque où moi j'ai grandi, où au contraire, on encourageait l'intégration. Et moi, je pense que c'est ce qu'on a perdu. Oh, OK. Et Dave, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Tu semblais vouloir commenter. Mais si tu veux y aller avant, parce que quand j'ai commencé. C'est parfait, vas-y, Tania. Non, moi, il n'y avait pas vraiment ce discours parce que dans mon secondaire, il n'y avait pas d'enfants québécois. Quand je suis allée au cégep, je suis allée à Bois-de-Boulogne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le cégep, mais c'est majoritairement québécois. Et donc, j'aurais pensé que j'aurais peut-être été sentie comme si j'en appartenais pas, mais j'ai pas senti ça des étudiants québécois. Ils étaient quand même très accueillants. Donc, c'est pas un discours, je me reconnaissais pas là-dedans, puis j'ai pas entendu ça dans notre secondaire, parce qu'il n'y en avait juste tout simplement pas. Puis, mais même dans le cégep, il y avait quand même une certaine ségrégation, même si on devait collaborer avec les autres étudiants de manière académique. Les Arabes s'énègrent les Arabes, puis les Haïtiens les Haïtiens, même là. Mais dans les classes, il n'y avait jamais de tension, personne ne se sentait jamais bizarre. Mais oui, il y avait toujours une certaine ségrégation, mais j'entendais pas ce discours-là. Mais surtout aussi qu'à Bois-de-Boulogne, je pense que personne n'aurait osé tenir un discours comme ça aussi. Bon, étant prof au cégep, est-ce que tu voyais des gens qui faisaient des travaux d'équipe ensemble? Est-ce que c'était varié ou... C'était varié, oui. Okay. Oui. Donc, mais dans les couloirs, donc il y avait des couloirs arabes, il y avait des couloirs... Oui, c'est ça. Fait que, ouais. Ça commençait, comme on dit. Dave? Moi, j'aurais tendance à dire que ouais, je me reconnaissais, là. Moi, personnellement, j'ai pas le sentiment d'avoir appris quoi que ce soit, là. Moi, je me disais, si t'es enfant d'immigrant, t'as grandi à Montréal, je trouve que comme 80% ont comme expérimenté ce qui était mentionné. Je n'étais pas trop d'accord quand on disait, c'est peut-être un truc générationnel, parce qu'en fait, la plupart des études c'est pas des études qui datent d'il y a comme 5 ans, c'est, sur 20 ans, il y a des études qui datent de genre des années 2000. Moi, j'ai grandi plus dans les années 90, puis je trouve que c'était comme exactement la même chose. Intéressant, OK. Pour moi, puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui a été mentionné. Moi, c'est vrai que je trouve ça super intéressant parce que je trouve qu'il y a un rapport qui est quand même assez spécifique.
En fait, je pense qu'auparavant, on disait, ah, il n'y a pas vraiment d'études, mais à ma connaissance, je pense que des fois, il y a des études où on demande aux gens comme leur sentiment d'appartenance. Québec, Canada. Fait que pour moi, il y a quand même probablement des données qu'ils pourraient comme avoir. Et pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que le rapport comme sous tension par rapport à l'identité québécoise, pour moi, c'est vraiment par rapport à l'identité québécoise. C'est-à-dire, si on demande aux gens le rapport par rapport à être canadien, je pense que les gens ont un rapport quand même assez positif. Je pense que, à ma connaissance, dans le reste du pays, qu'on demande aux gens qui sont enfants d'immigrants dans le reste du pays, je pense qu'il y a des sondages où les gens ont comme soit le même sentiment d'appartenance envers le Canada ou plus fort. Fait que pour moi, c'est de dire, je pense pas que ce soit juste un truc de, il y a des immigrants qui viennent ici, qui ont des enfants, leurs enfants vivent ensemble, et ça fait en sorte qu'ils aiment pas comme le Québec parce que dans le reste du pays, par exemple, les gens ont un rapport quand même positif Au Canada, au pays. au pays. Au pays. Fait que ce que je veux dire, c'est que je pense quelque chose de comme relativement particulier. Moi, personnellement, ce que je trouve intéressant de mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a comme deux trucs que je trouve relativement comme caractéristiques. Moi, personnellement, je trouve que culturellement au Québec, il y a une sorte de valorisation ou on renvoie souvent les gens à leurs origines. C'est comme si, genre, culturellement, on considère que d'où tu viens, c'est comme si c'est pas juste une information parmi d'autres, mais c'est comme si c'est quelque chose de prépondérant, comme dans la personne que t'es. Puis, excusez, c'est pour ça que je disais, si tu veux parler avant, parce que là, OK. Moi, je me rappelle juste anecdotiquement, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme un exemple un peu contraire. Moi, j'avais vécu à Plessisville, je faisais des ateliers dans des écoles secondaires. Je m'appelle une anecdote où, tu sais, je suis devant ma classe, puis là, je raconte quelque chose, puis là, je suis comme, tu sais, je parlais à ma mère, puis là, j'ai dit mamie, blablabla. Puis là, quelqu'un qui lève la main, puis il est comme, t'as dit mamie, genre, est-ce que tu parlais à ta mère ou à ta grand-mère? Puis là, je suis comme, oh non, tu sais, je parlais à ma mère parce que mes parents sont d'origine haïtienne, puis moi, j'appelle pas ma mère maman. Tu sais, moi, j'ai mamie. Puis là, je trouvais ça intéressant de voir la réaction en mentionnant, tu sais, mes origines, et j'ai juste eu une indifférence. C'est-à-dire, moi, mes jeunes étaient comme, OK. Puis il n'y a pas eu de « Ah, OK, comme t'es haïtien » ou genre whatever, c'était juste une indifférence. Puis je me rappelle, j'étais aussi dans une autre école à côté, puis on passait un formulaire, puis il y avait une question qui était, tu sais, on recueillait les données sur les gens, puis il y avait une question, c'était est-ce que vous appartenez à une minorité visible? Puis là, j'ai eu un jeune qui est comme « Monsieur, c'est quoi ça, minorité visible? » Parce que c'était des adolescents prépubères, là. Mais là, ils sont comme « J'imagine mes ados aussi, là, tu sais, Là, c'est quoi une minorité visible? Puis là, j'étais comme « Toi, t'es pas une minorité visible, fait que juste coche pas. » Parce que ouais, mais c'est quoi? Puis là, genre, je leur explique et tout ça. Puis là, moi, j'ai une jeune qui est comme, ben, c'est non mais raciste, monsieur. Et moi, dans ma tête, j'étais comme, oh mon Dieu, comme, je t'aime. Comme... Mais là, après ça, tu sais, par professionnalisme, j'explique le pourquoi, tu sais, je suis capable de l'expliquer, même si j'ai un malaise. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon expérience dans ce contexte-là, c'était le contexte de, tu sais, pour moi, un colorblindness. C'est-à-dire, pour mes jeunes, d'où je venais, dans leur tête, s'ils rencontraient ma mère, c'est comme, ta mère, elle est d'origine haïtienne, elle a grandi là, mais ça ne disait rien sur moi, ou ça disait quelque chose de secondaire sur moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type d'expérience-là, pour moi, c'est absolument pas représentatif de l'expérience comme au Québec. Pour moi, au Québec, c'est absolument le contraire, c'est-à-dire, règle générale, on valorise, on accorde extrêmement d'importance à l'origine de un. Et de l'autre point, pour moi, c'est exclusion qui crée comme une auto-exclusion parce que effectivement, juste moi, je vous entends dire le mot québécois comme synonyme de québécois blanc. Moi, personnellement, je déteste ça parce que ça envoie un message. C'est dur de comme convaincre quelqu'un qui est québécois quand tu n'as pas de lui dire qu'il ne l'est pas parce que tu te définis pratiquement sur un terme ethno-racial ou je ne sais pas trop quoi, comme le terme québécois. Et ça, je pense que les gens le reçoivent, le jeune, puis à force de se faire dire qu'il n'est pas québécois, ben, ça se peut qu'il commence à penser qu'il ne l'est pas. Oui, ben, dans le rapport du Breuil, là, on a comme un petit peu un choc d'une certaine façon à lire ce qui a été dit là-dedans, là, parce que peut-être votre génération, puis bon, la mienne, visiblement, on ne voyait pas ce genre de choses-là de manière aussi systématique. Puis la couleur de la peau revient régulièrement dans les commentaires et j'avoue que j'ai été un peu déstabilisé. Là. C'est quelque chose qui... Non, moi, déstabilisé au sens où c'est dommage, au sens ça ne devrait pas être ça la première caractéristique qui devrait ressortir. T'sais. Mais je pense qu'au Québec, la vérité, c'est que culturellement, on peut utiliser le mot québécois comme synonyme de québécois blanc, de souche, etc. Moi, je me rappelle encore peut-être anecdote. Moi, je connais deux anecdotes rapidement. Je connais quelqu'un qui était un collègue de classe. Il avait travaillé à Paris, puis il y a une de ses collègues qui vient le voir. Il était d'origine argentine, plus anglophone. Sa collègue est comme tu sais, dans la boîte, il y a un autre Québécois. Si tu veux, je te le présente. Ouais. OK, ouais. Puis là, tu sais, il va voir la personne, puis comme, hey, salut, genre, tu sais, je suis québécois, puis le gars le regarde comme. Puis là, tu sais, il est comme, ouais, tu sais, il est comme, tu viens d'où? Il est comme, ben, genre, je viens de Montréal, puis comme.
Puis là, tu sais, il voit que son point d'interrogation dans les yeux, c'est comme un peu son accent, puis il est comme, ah, tu sais, genre, je viens de Montréal, mais je suis plus anglophone, puis la personne est comme, ah, ok, t'es pas vraiment québécois, ce que j'ai comme mal compris. Oh. Mais ce genre d'expérience que, tu sais, je pense, en tout cas, moi, les 3 quarts du monde, tout le monde a vécu ça. Moi, je me rappelle, j'allais comme dans un souper ou dîner avec une fille, comme de l'Abitibi, une Française, une Américaine, puis là, on discute, puis la fille d'Abitibi, elle nous dit, ah, tu sais, je trouve ça super cool d'être avec du monde de partout, comme, je trouve ça cool, la diversité. Tu sais, par exemple, je trouve ça cool d'être la seule Québécoise ici. Tu sais, notre amie française est comme, ben, tu sais, Dave aussi est québécois. Mais c'est cette propension qu'on a à utiliser puis définir le terme québécois comme synonyme de québécois blanc de souche qui fait en sorte que, ben, c'est ça. Ça se peut que les gens s'identifient pas à ce concept-là, tu sais. Ouais, il faudrait réfléchir à comment présenter maintenant le Québécois en dehors de, justement, il est francophone, c'est une Québécois de souche, puis il est blanc en passant. Il y a d'autres façons de le définir. Il faudrait vraiment réfléchir à ça. Puis ça m'amène sur un terrain un peu plus rough, un peu plus triste, là. Est-ce que, dans le contexte donc de la différence qu'on peut avoir, est-ce que vous avez vécu des expériences de préjugés ou à la limite de racisme en grandissant, là, quand vous étiez plus jeune ou même plus vieux? Si on peut, Tania, de ton côté? Oui, en fait, en grandissant dans un milieu multiculturel, donc c'était surtout des idées préconçues, préjugés qu'on avait envers les autres races et les autres cultures, mais je pense que c'était plus un manque d'information parce que on venait tous d'un endroit où tout le monde se ressemblait, puis d'être tout d'un coup planté dans un environnement avec plein de cultures différentes puis plein de langues différentes, donc c'est sûr que c'est un choc, c'est une adaptation. Du vrai racisme, malheureusement, j'ai connu ça une fois intégré dans le marché du travail. Donc moi, j'ai surtout travaillé dans le service à la clientèle et ça venait de clients. Et surtout quand la situation n'était pas conforme à ce qu'ils voulaient, ben le masque tombait, puis on voyait la vraie nature de la personne ressortir. Donc on pouvait entendre des commentaires comme non, je veux être servi par un Canadien français, ton accent, je comprends rien, passe-moi quelqu'un qui parle du vrai français. Donc ça, c'était vraiment c'est quelque chose que j'ai connu à travers plusieurs postes, peu importe l'âge, la génération, ça changeait pas. Mais du côté des employeurs, non, j'ai jamais senti comme un patron qui était raciste. En fait, au contraire, si la personne a pu voir au-delà de mon nom, de mon accent et de mon apparence que j'étais la bonne personne à engager, donc ça c'était un plus. Donc ça venait vraiment des clients malheureusement. Mais je pense aussi que avec le terme canadien-français, on peut peut-être voir aussi que c'était quelqu'un de certaines générations. Donc, je pense que c'était plus la peur ou l'habitude d'être servi par quelqu'un qui leur ressemblait. Et donc, je pense aussi qu'il y a peut-être un manque d'information, peut-être d'éducation à ce côté-là. C'est le service à la clientèle. C'est la guerre, entre guillemets. Là, exact. Pour avoir travaillé là-dedans, j'ai goûté à toutes sortes de trucs aussi, là, qui étaient du domaine du racisme, mais en parlant en anglais. French Canadian, burp, là, j'ai censuré ce qu'on disait. Mais on le voit souvent. C'est pas le meilleur de l'humain qui ressort souvent quand on travaille au service à la clientèle. Non. Malheureusement. Ouais. Dave, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Vas-y. Vous y allez? L'enfant? OK. Roche, papier, ciseaux, non? Qui commence? Vas-y, Dave. Moi, personnellement, je trouve que c'est ça. Tu sais, il y a comme 3 types d'expériences ou d'interactions peut-être un peu plus négatives, je trouve que les gens peuvent avoir. Il y a ce qui relève de préjugés, stéréotypes, ou comme, pour être franc, je pense qu'au Québec, on est peut-être au-delà de la moyenne, où on performe moins bien là-dessus. Moi, je me rappelle, j'avais des anecdotes qui étaient quand même intéressantes, là. Moi, j'habitais à Plessisville, je suis allé voir un documentaire sur la langue française, parce que moi, je trouve ça comme intéressant. Mais tu sais, c'était surtout comme des personnes d'un certain âge, un peu comme vieux, genre presque comme sur le point de mourir. Mais comme... C'est quel âge, ça? Comme pour toi, genre. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, moi, après le documentaire, tu sais, je suis là, puis il y a comme un monsieur qui vient me voir, puis tu sais, il me dit « Hey, tu sais, excuse-moi, tu viens d'où? » Là, je viens de Montréal, tu viens d'où? Je suis comme Rivière-des-Prairies, veux-tu mon adresse? Mais là, mais tu sais, super gentil. La personne était comme pas méchante. Mais tu sais, la personne là, elle me dit, ah, tu sais, je trouve ça cool parce que t'es ici, puis t'es la seule personne noire comme dans la salle. Puis je suis là, j'ai pas remarqué, j'ai juste remarqué que vous étiez vieux. mais le monsieur, tu sais, il me dit, ah, ben, comme, tu sais, moi, genre, j'ai voyagé en Caroline du Sud, puis une fois, j'étais dans un café, dans un resto, puis il y avait juste des Noirs, puis c'était comme j'étais la seule personne blanche, puis je me sentais assez mal. Fait que quand je t'ai vu, j'ai le sentiment que, hey, comme, moi aussi, je ressens ce que toi, tu dois ressentir en ce moment. Puis là, j'étais comme, non, mais
encore une fois, pour moi, ça, c'est pas du racisme. C'est parce qu'il y avait aucune méchanceté. Dans sa tête, la personne était comme en train de créer un lien avec moi en pensant que genre je me sentais mal à l'aise avec comme les gens. Mais fait que ça, c'est stéréotype préjugé. Tu sais, moi, une autre fois, genre, j'habite à Québec, mais tu sais, c'est l'hiver, je marche dans la rue, puis il y a un monsieur qui est comme, hey, il fait pas froid pour un noir. Là, j'étais comme, Oh là là. ben, genre, tu sais, ben, je viens de Montréal parce que je suis pas très sensible. Fait que moi, je peux comme discuter avec les gens. Puis là, tu sais, je suis comme, ben, je comprends comme le point. Je suis comme, tu sais, est-ce que vous avez chaud pour, parce que tu sais, en Italie, il fait chaud, puis, tu sais, mais, fait que juste comme discuter avec la personne. Puis la personne après ça est comme, ben, tu sais, excuse-moi si je t'ai vexé, là, tu sais, genre, j'ai déjà vécu en Afrique. Puis là, j'étais comme, j'ai un ami sur le BS. Mais. Donc, c'est maladroit. Tu sais, les gens Exactement. sont comme... Mais encore une fois, la personne, pour moi, ce n'est pas une expérience de racisme, mais c'est une expérience de préjugés, de stéréotypes que moi, en tant qu'adulte, je peux relativiser, nuancer, comprendre, mais que quand tu as 14 ans, 15 ans et que tu vis quelque chose, et la phrase aussi qui était vraiment bonne, je trouve, ce n'est pas parce que ces expériences ne sont pas fréquentes qu'elles ne marquent pas, mais à 15 ans, tu n'as pas la maturité puis l'intelligence pour comme nuancer ça. Fait que ça, c'est le type d'expérience. Il y a les expériences de on t'exclut de l'identité québécoise parce que comme on définit québécois comme synonyme de blanc, whatever, ben on te dit que t'es pas québécois. Puis oui, il y a des expériences de racisme. Moi, je me rappelle un bar où la personne était comme non, tu sors parce que t'es noir. Moi, je me rappelle une femme africaine, elle avait une petite fille qui prend l'autobus, puis il y a quelqu'un qui est comme je veux pas que ta fille comme noire me touche. Fait que ça. Et est-ce que je peux dire quelque chose d'autre? Ben, oui, vas-y. Tu es sur le lancer. À moins que l'enfant veut rajouter quelque chose avant toi. Non, vas-y. Puis pour moi, malgré ces expériences-là, encore une fois, moi, à titre personnel, ça n'impacte pas mon rapport que j'ai au Québec. Encore une fois, parce que je trouve que par principe, c'est important de s'identifier parce que c'est la seule solution. Puis moi, ce que je trouve difficile, ou le danger pour moi, c'est le genre de rapport victimaire. Puis à ce niveau-là, moi, ce que je trouve intéressant, puis je connais pas parfaitement, mais c'est Nelson Mandela. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est comme l'image que j'ai. Pour moi, comme l'image que j'ai de Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui vit une injustice, qui la vit. Parce que souvent, on peut pas nier les injustices qui sont vécues. La madame, sa petite fille, elle se fait insulter de négresse dans la voiture, ben, elle l'a vécu. Fait qu'on a beau lui dire, ah ouais, mais tu sais, c'est parce qu'elle a vécu une injustice. Fait qu'on peut pas les effacer. C'est qu'à un moment donné, je peux pas revenir dans le passé puis comme abolir l'esclavage, ça a eu lieu, là. Fait que, pour moi, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui vit une injustice, qui se fait mettre en prison pendant 30 ans et qui ressort et qui est face à ses bourreaux et qui a un choix, qui voit comme soit je pourrais me transformer dans le bourreau de mon bourreau, parce que souvent ce que les victimes oublient, c'est qu'il n'y a personne de mieux placé qu'une victime pour devenir le bourreau de son bourreau, mais qui est conscient de ça, je pourrais déshumaniser la personne parce qu'elle m'a maltraité, parce qu'elle a commis une injustice, et donc appliquer la déshumanisation que j'ai vécue à mon bourreau, ou je pourrais me cantonner dans un statut de victime, et la victime, c'est celle qui subit, c'est celle qui se met dans un statut d'impuissance, qui peut rien faire. Et pour moi, c'est s'émanciper de ces deux écueils-là, en refusant le statut de victime, en disant, ben, même face à une injustice que je vis, j'ai toujours une liberté, et j'ai notamment la liberté de pardonner, d'aller au-delà de mon injustice, au-delà de ma souffrance. Et ça, c'est pour moi la vraie émancipation, c'est ça la vraie liberté que je récupère, même comme victime, en pouvant, par exemple, pardonner, en pouvant surmonter les injustices. Fait que c'est pas de nier les injustices vécues, mais c'est de dire on a la nécessité de les dépasser, de les transcender. Ce que, pour être franc, je trouve qu'au Québec, on fait très mal. Je trouve qu'on a une propension victimaire que je trouve comme on est les champions du monde. Et je trouve que c'est une des difficultés. Pour moi, le danger, c'est que comme on a, nous aussi, un côté extrêmement victimaire, qu'on est... tu sais, je termine là, mais au mois de février, je pense qu'il y avait une polémique parce qu'il y avait une animatrice de radio, c'était le mois de l'histoire des Noirs, puis l'animatrice, elle disait, tu sais, il y a personne qui peut mieux comprendre l'esclavage parce que, tu sais, nous, comme Québécois, francophones, ben, tu sais, on a vécu quelque chose comme de similaire, tu sais, parce que ce qu'on a vécu, puis en tout cas, ils l'ont viré de la radio, mais je pense qu'on a ce côté victimaire qui fait en sorte que pour moi, le danger serait d'encourager, tu sais, la personne noire, la personne X, Y, Z, dans elle aussi, un côté conforter la personne dans... parce que vraiment, nous aussi, comme ouais. Québécois, je pense pas qu'on ait eu cette capacité à dépasser nos souffrances et les souffrances vécues comme ça devrait se faire. Les jeunes sont particulièrement cruels. Puis tu sais, quand on subit certains, qu'on soit grand, petit, plus gros, tu sais, la différence fait en sorte que les jeunes en groupe s'attaquent à ça. Puis ça peut rester très, très, très longtemps. Puis là, tu évoquais le pardon. Puis là, je vais faire un bond de ton côté, l'enfant, parce que, évidemment, peut-être que je pense que c'était frère dominicain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que la notion de pardon, elle vient à un moment donné, mais avec l'âge, d'une certaine façon, tu sais. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, enfin, je ne sais pas si moi, mon parcours était si différent, mais il me semble que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... la jeune génération d'aujourd'hui, sans vouloir l'accuser, j'ai l'impression qu'elle s'offense peut-être plus facilement que nous dans notre temps, les immigrants. Tu sais, puis je le dis très honnêtement, là, tu sais, des commentaires douteux sur la race et tout ça, évidemment, on en a entendu et tout ça. Mais moi, ça m'a jamais tant affecté que ça. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis j'ai jamais jugé que ces commentaires-là étaient représentatifs du peuple québécois. Faut dire que, tu sais, bon, ce qu'on disait dans le rapport, c'est que un des facteurs les plus importants d'intégration, c'est d'être en contact avec des gens d'autres groupes. Et ça, je trouve que c'est très vrai, parce que moi, dans mon parcours, il y a eu vraiment 2 moments où j'ai pu vivre des expériences significatives avec des Québécois dits de souche, et ça a été des moments marquants dans mon parcours. Et je pense que si je n'avais pas vécu ces moments-là, j'aurais peut-être pas le même, je dirais, la même relation que j'ai avec la culture québécoise, si on veut. Bon, un premier moment, c'est que, bon, j'ai grandi surtout à Montréal, mais j'ai aussi vécu 2 ans à Chicoutimi. Puis à Chicoutimi, à l'époque, fin années 80, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. C'était genre moi puis mes frères. Alors, on était obligés de juste fréquenter des Québécois. Puis c'était vraiment un peuple charmant, les gens à Chicoutimi. Là. Tout le monde, je veux dire, tout le monde me voulait dans son équipe de ballon chasseur. J'étais toujours le premier à être choisi puis tout. Puis je trouvais pas que j'étais particulièrement bon. Là. Mais donc, il y avait ça. Une autre expérience, c'est qu'à l'âge de 20 ans, j'ai travaillé dans un camp de vacances pour personnes handicapées, où la plupart des moniteurs, la grande majorité en fait, étaient des Québécois d'origine, puis qui venaient de partout du Québec. Ça, c'était une autre expérience forte, de vivre un été complet avec des collègues moniteurs qui étaient presque tous des Québécois de souche. Ça m'a fait découvrir, je dirais, je m'en allais dire le peuple québécois que je connaissais déjà, évidemment, par d'autres expériences. Mais c'est sûr que quand tu grandis à Montréal, dans des écoles très multiculturelles, tu en côtoies des Québécois, mais pas autant que dans des comme à Chicoutimi et tout ça. Là. Et là, présentement, j'habite à Québec, je suis dans une communauté où je suis le seul immigrant. Alors, maintenant, je connais bien. Mais c'est ça. Donc, je pense que ces expériences-là sont très importantes, puis ça a été très important dans mon parcours. Ça rejoint vraiment ce que Yannick disait précédemment, là. Donc de démultiplier les rencontres, les favoriser aussi en même temps. Je vais aller dans cette idée-là, vous avez cultivé l'offense. Tu sais, tu parlais de ça, les jeunes s'offensent relativement rapidement, puis je vais rebondir avec toi du côté de Tania. Tu as 3 ados, hein, c'est ça? Moi, j'ai 3 ados, puis je le vois, cette offense-là. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Est-ce que tu le ressens des fois chez les enfants? Ben, j'ai une adolescente et j'ai 2 enfants plus jeunes. Oui, en effet. Mais je pense que c'est vraiment l'effet des médias sociaux. Le fait que maintenant, on dirait que les journaux puis les médias ont tendance à exploser un événement qu'on voyait pas ça avant. Avant, je pense que les journalistes prenaient des événements très au sérieux. Puis maintenant, c'est qui a le plus de vues, qui a le plus de clics, qui a le plus de followers, si on veut. Donc, oui, je pense que ça a fait que nos jeunes sont plus sensibles au regard des autres, à ce que les autres pensent, parce que c'est tout partout. C'est accessible partout, les opinions des autres. Pas comme avant, si on voulait savoir l'opinion d'un journaliste ou quoi que ce soit, ben, il fallait allumer la télé, il fallait lire un journal, sinon on n'était pas informé. Mais maintenant, c'est dans leurs mains, c'est accessible partout, donc ça rend vraiment sensible, puis ça change leur manière de voir les choses. Donc oui, mon adolescente, elle est plus sensible à des choses que moi. Ça m'aurait passé par-dessus la tête, ça m'a affecté. Donc, ouais, c'est un environnement très différent. Donc, les médias sociaux ont des effets totalement amplificateurs. Là, on se retrouve les jeunes se retrouvent dans des chambres d'écho parfois, puis là, ils entretiennent parfois, peut-être même des préjugés à certains égards. T'sais. Puis voilà. Alors, est-ce que vous voyez ça de votre côté? Est-ce que vous observez le phénomène de votre côté? Ou vous êtes un peu plus vieux, vous êtes peut-être plus ces médias sociaux. Là, Ben, c'est sûr que les médias sociaux ont un effet amplificateur. Ça, c'est sûr et certain, tu sais. Mais il y a aussi un autre facteur. Je ne sais pas si... bon, je sais que c'est une question qui est un petit peu touchy, là, mais j'ai l'impression aussi que l'expérience de chaque groupe d'immigration peut être différente les unes des autres, tu sais.
sais, moi, je viens d'une culture laotienne qui est une culture minoritaire. Tu sais, même parmi les Asiatiques, là, on est minoritaire. Et ça teint mon expérience. Étant donné que je viens d'un groupe tellement minoritaire, ben j'ai comme pas le choix de m'intégrer. OK. Tu sais, parce que personne, il y a très peu de Laotiens qu'on côtoie. Tu sais. Et j'ai l'impression peut-être que c'est ça, peut-être le groupe d'origine qui est le nôtre peut aussi peut-être teinter notre rapport à la culture majoritaire. Tu sais. Ouais. Je rebondis sur un truc que j'aurais aimé ça aborder. Il me reste combien de temps, à peu près? 5 minutes, à peu près? 4 minutes? L'adoption de certaines lois linguistiques, par exemple, ou la laïcité, est-ce que vous pensez que ça a un effet significatif? Ça l'a-tu pour vous? Est-ce que vous le voyez à travers le rapport du Breuil? Est-ce que tu veux commenter là-dessus? Ouais, rapidement. Vas-y. De un, quand on parlait de contact, l'importance d'être en contact, évidemment, on ne peut pas être contre la vertu, mais pour moi, c'est oui, mais. Pourquoi? Parce que si, exemple, je vous prends quelqu'un d'ici, je vous envoie en Afghanistan, c'est parce que vous allez être en contact avec des gens de l'Afghanistan que vous allez vous dire « Oh my God, genre, on a tellement de choses en commun ». Le contact avec l'autre, ça peut aussi mettre en exergue des différences. Puis je pense que c'est un peu ça. Par exemple, quand on parlait des styles parentaux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui rencontrent des gens qui sont d'origine québécoise et ils se rendent compte de la différence. Fait que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'on est en contact avec la différence? Puis c'est aussi de dire, ben, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose au-delà de la langue, au-delà de la culture, est-ce qu'on peut être convaincu qu'il y a quand même une humanité en partage qui fait en sorte que même quand j'ai des différences culturelles, ben, je peux toujours comme construire quelque chose parce que j'ai quelque chose en commun avec toi. Fait que pour moi, ça, c'est comme aussi important. De deux, concernant les trucs linguistiques, pour moi, c'est pas les trucs linguistiques, tout simplement parce que quand on voit, ben, c'est pas comme s'il y avait un sentiment d'appartenance fort. Là, il y avait les lois linguistiques de, je sais pas, les lois whatever. La loi 101 au départ. Après et là, il y avait une chute. Et là, les gens sont comme, oh mon Dieu, je me sens plus comme Québécois. Pour moi, ce rapport sur tension, il est comme préalable. Moi, sur le plan, le truc politique, je pense que c'est beaucoup plus la souveraineté qui a eu un impact, disons, de contribuer à une mise sous tension. De un, je pense que ce que l'indépendantisme a fait, c'est contribuer à politiser, entre guillemets, l'identité. Encore une fois, il y avait un jeune qui le mentionnait, et je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu, de dire, quand je pense québécois, je pense quelqu'un qui vote Parti québécois, souveraineté, etc., etc. Donc, j'ai le sentiment que si j'adhère pas à tout ça, ben, j'ai le sentiment de pas vraiment être québécois. Puis, je pense que c'est aussi une des difficultés, c'est l'indépendance dans le contexte d'une démocratie libérale qui est plus difficilement inclusive, parce que quand vous allez voir un jeune qui est issu de migration, qui, lui, a un rapport à la citoyenneté. Je pense que les gens sont conscients de la citoyenneté parce que la citoyenneté, c'est un principe d'égalité. C'est-à-dire, moi, quand je marche dans la rue, même si tu n'aimes pas les nègres ou whatever, moi, je suis un citoyen et donc je suis égal. Mais l'indépendance, ça vient créer l'idée que le pays, c'est fondamentalement une question identitaire. Et donc, comme c'est fondamentalement une question identitaire, ben, il y a des gens qui ont cette identité-là et qui sont comme des citoyens de première classe. Et il y a des gens qui ont moins cette identité-là, qui sont comme des citoyens de deuxième classe. Puis pour moi, je termine vraiment là-dessus. Ce qui est le plus représentatif de ça, pour moi, c'est le discours de Parizeau en 95. Je pense que tout le monde a retenu genre, le vote ethnique, alors que dans son discours, c'est pas ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est voulez-vous bien, on va arrêter de parler des francophones du Québec, on va parler de nous autres. Nous, on a voté à 60% pour l'indépendance. N'oubliez jamais que les 3/5 de ce que nous sommes ont voté pour l'indépendance. Donc, c'est le moment où on a un premier ministre souverainiste qui s'adresse à la population et qui dit non, il n'y a pas les Québécois dans leur ensemble. En fait, on fait un projet pour un nous. Et ce nous-là, c'est pas l'ensemble de la population, c'est un groupe qui a une certaine identité. Et donc, il y a des degrés dans la citoyenneté ou à cause de ça. Et ça, je pense, ça a vraiment contribué à une désaffection. Là. En fait, oui, c'est ça. J'avais 18 ans, c'était la première fois que je votais à cette époque-là. Et puis, j'ai entendu la parole de Parizeau aussi, que je trouvais malheureuse dans le contexte que ça pouvait aliéner les communautés, puis peut-être rendre plus hermétique l'accession peut-être à l'identité québécoise. Ça peut avoir un effet, mais c'était aussi repris par le camp aussi fédéraliste, en fait, et on l'a moussé. Mais c'est l'idée qu'il y a un nous, c'est pas parce que Parizeau était méchant, whatever, mais c'est que ça visibilisait une idée qu'il y a un nous, et ce nous-là, ben, c'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un nous qui est basé, premièrement, sur une identité. Puis moi, personnellement, je suis très attaché à l'idée de citoyenneté. C'est-à-dire, premièrement et avant tout, moi, je suis un citoyen. La citoyenneté, c'est universel, c'est la raison. J'argumente pas avec mon pénis en tant qu'homme ou avec ma couleur de peau en tant que noir. C'est que j'argumente avec la raison universelle. Fait que je suis attaché à cet espace d'universalité de la citoyenneté. Ouais. OK. Il reste combien de temps? 2 minutes? Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Dave? Est-ce que les paroles, à une certaine époque de Parizeau, on peut partir là-dessus, est-ce que ça a contribué à une espèce de frein à l'accession peut-être à cette identité-là?
Ben moi, dans Parc Extension, dans les années 80-90, c'était très fortement grec et italien. Et donc, il y avait beaucoup de on était en fait pas très bien informés, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Puis on avait une peur très, très fondée qu'on allait être juste kické out du Québec s'ils s'en venaient à être séparés. Donc, nous, on avait vraiment peur de ça. Parce que nous, il y avait pas, c'était pas une option de retourner à notre pays. On avait fui la guerre civile, puis elle sévissait encore. Donc, on était comme, qu'est-ce qu'on va faire si jamais on se sépare? Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein d'entreprises au centre-ville qui étaient prêtes à partir le moment que le oui allait tomber. Puis, c'était comme, il y avait vraiment cette frayeur, surtout dans le quartier où moi j'ai grandi. Il y a comme un traumatisme d'une certaine façon qui a été moussé peut-être par les médias à outrance aussi à cette époque-là. Puis on se souvient après ça le scandale des commandites. Ils ont peut-être surfé aussi là-dessus. Ouais. L'enfant de ton côté, mettons pour aller cette identité-là québécoise, l'adopter, il y a eu des freins, il y a eu des cassures à un moment donné. Tu l'as perçu et comment on la transcende, le cas échéant? Oui, c'est ça. Je suis d'accord pour dire que les freins étaient peut-être moins les lois linguistiques que les référendums qui ont été vus par certains groupes immigrants comme étant quelque chose de menaçant. Bon, beaucoup des gens qui quittent leur pays ont quitté des pays instables. Alors là, ils se retrouvent dans un pays, ils sont attachés au Canada, sont contents d'avoir eu la citoyenneté. Alors là, il y a une nouvelle source d'instabilité. Alors ça, je pense que c'est une réaction tout à fait normale pour toute personne qui vient de s'installer dans un nouveau pays. Ça fait, et on le voit aussi à travers certains écrits, comme ceux de Akash Verbacci notamment. Là. Donc, c'est quelque chose qui est relevé à travers certains écrits puis dans la littérature. C'est l'enjeu que, normalement, la citoyenneté, elle n'admet pas de nuances. Tu es citoyen ou tu ne l'es pas, parce que c'est un principe d'égalité et puis c'est un principe de solidarité. Et je pense que involontairement, parce qu'évidemment, il n'y a aucune malice ou mauvaise intention, mais c'est que quand tu conditionnes fondamentalement, premièrement et avant tout, la citoyenneté à l'identité, ben, c'est qu'il y a des gens qui ont cette identité, il y en a qui ne l'ont pas. Tu sais, on est 9 milliards d'êtres humains, il y a comme 5 000 ans qui sont pas allés sur la planète, tu as des milliers de cultures d'identité. Et donc, quand tu mets cette condition-là, ben, tu envoies un message aux gens, et les gens ne sont pas situés, les gens reçoivent les messages. Et donc, il y a un sous-entendu qui est fait que ben, il y a des gens qui sont plus de cette identité-là, et donc plus québécois, et donc il y a des degrés dans la citoyenneté. Et pour moi, ça, c'est comme ça contribue beaucoup plus que les lois qui viennent pour moi réactiver comme un genre de sentiment, mais qui est préalable, puis qui est un peu comme latent. D'accord. Voulons-nous prendre des questions? Oui, allez-y. Merci beaucoup à tous les trois panélistes de votre franchise et de vos témoignages. Merci.